Bonjour à toutes et tous, je suis Élodie Bardot et vous écoutez Antinomique, le podcast qui donne la parole à des personnes qui vivent alignées avec elles-mêmes et leurs valeurs dans tous les domaines de leur vie. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Chaque épisode est l'occasion de se créer une parenthèse dans son quotidien, grâce à ces hommes et ces femmes qui nous partagent leur expérience et ont chacun des grandes leçons de vie à nous apporter. Vous découvrirez la complémentarité et l'antinomie de leur yin et yang. Nous allons parler d'épanouissement professionnel, de résilience, d'entrepreneuriat, de mission de vie et de plein potentiel. Un moment à vous offrir pour vous inspirer et vous apporter les clés pour parvenir à l'équilibre. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode spécial où nous accueillons une entrepreneure exceptionnelle, Anne-Valérie Raucourt. Originaire de Nantes, âgée de 52 ans, mariée et mère d'un enfant, Anne-Valérie est une experte reconnue dans l'accompagnement des femmes entrepreneurs atypiques. Au fil des années, elle a fondé pas moins de 4 entreprises depuis 2010 et son parcours entrepreneurial est à la fois riche et tumultueux. Mais ce qui rend son histoire encore plus remarquable, c'est qu'elle le fait en portant un handicap, l'autisme Asperger. Pour Anne-Valérie, cependant, ce n'est pas une maladie, mais plutôt une caractéristique qui fait partie intégrante de qui elle est. Sa passion centrale tourne autour de la compréhension du cerveau humain, ce qui se reflète dans sa voracité d'apprentissage dans des domaines tels que le développement personnel, la psychologie et les neurosciences. Auteure du livre inspirant « Osons la joie au travail », publié chez Marabout en 2019, Anne-Valérie a également développé 2 programmes de méditation pour l'application Petit Bambou. Dans cet épisode, plongeons dans l'univers fascinant d'Anne-Valérie Raucourt et découvrons les enseignements précieux qu'elle a à partager avec nous. Bonjour Anne-Valérie. Bonjour Élodie, merci infiniment pour cette si belle présentation et cette invitation. Je suis ravie d'être là. Merci vraiment à toi d'être là, c'est un réel plaisir. Et pour commencer avec la première question, j'aimerais que tu te présentes. Qui est la femme ? Qui est Anne-Valérie ? J'aimerais avoir une réponse toute belle, bien lisse à cette question. La femme, c'est amusant parce que là, je vous embarque dans mon univers. J'ai une fenêtre face à moi et juste devant, depuis ce matin, il y a un coquelicot. Il y a une terrasse et il y a un coquelicot. Et ce qui me vient là spontanément, c'est que la femme que je suis ressemble vraiment à ce coquelicot. Au moment où on enregistre là, voilà, moi j'habite dans le sud en Provence, il y a plein de coquelicots qui fleurissent partout. Et je vois, il y a beaucoup de vent là, et je vois ce coquelicot qui a poussé sur un terrain, il est entre des pierres là, il est ballotté par le vent. Néanmoins, il a une tige très fine, très frêle, mais qui ne fait qu'onduler. Il a des pétales à la fois extrêmement fragiles et d'une couleur flamboyante, chatoyante, il danse. Et c'est un peu ça la femme que je suis. Une femme qui a eu le sentiment en tout cas de se planter dans un terreau pas très fertile, un terreau assez hostile. C'est le sentiment que j'ai eu en fait en arrivant sur Terre, d'être arrivée sur une planète où il y avait eu une erreur d'aiguillage. J'aurais pas dû arriver sur cette planète-là. En tout cas, c'est l'histoire que je me racontais. J'aurais dû arriver sans doute sur une autre planète, mais le vaisseau spatial qui m'avait déposé s'était planté et je devais m'accommoder d'être là. Et c'est comme ça que la petite fille est devenue, voilà, une ado extrêmement sage et sauvage quelque part. Et une femme multifacette, multiple et extrêmement vulnérable et profondément forte à la fois. Merci pour cette belle image de présentation. J'aimerais, pour les personnes qui nous écoutent, pour qui tout n'est pas bien clair, que tu nous expliques THPI, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi la différence avec le HPI ? Et que tu nous parles un peu de ton trouble d'autisme Asperger.
Alors, là, tu as mis deux mots qui sont deux mots que je me suis appropriés il y a à peine un an. Qui sont rentrés dans mon univers, dans mon identité. L'été dernier, ça fait même pas un an, où en effet, j'étais arrivée à un stade de ma vie où, ce que j'évoquais tout à l'heure, cette étrangeté, ce sentiment de jamais être à ma place, de devoir batailler, lutter, d'avoir beaucoup de difficultés dans les relations, dans euh, plein de choses qui semblaient juste normales et naturelles pour les autres et qui, pour moi, relevaient beaucoup d'apprentissage, d'efforts et d'adaptation et de suradaptation. Et j'ai navigué pendant des décennies dans cette vie comme ça, jusqu'à arriver en début d'année dernière avec un sentiment de profonde fatigue. Mais pas de cette fatigue où on se dit je vais partir en vacances 15 jours et puis je vais revenir toute revigorée. Non, une espèce de fatigue de vivre. Et ça faisait des années que je m'interrogeais, j'avais lu plein de livres sur l'hypersensibilité, le HPI, les zèbres, tout ça. Et je me reconnaissais dans certains trucs, mais pas dans tout. J'étais titillée comme, je crois, pas mal de personnes. Est-ce que je vais passer les tests, pas les tests? La vérité, c'est que comme beaucoup, je crois, j'avais juste peur que les résultats des tests ne me collent pas l'étiquette HPI qui quand même aurait été rassurante, mais me disent que finalement, j'avais peut-être juste un ciboulot de bigorneau, de moineau et un problème très très grave et incurable. J'étais terrorisée à l'idée de faire ces tests. Et finalement, il y a un an, je me suis dit, non Anne-Valérie, t'arrêtes de prendre tes jambes à ton cou, tu prends ton courage à deux mains et tu vas faire les tests. Il était temps de savoir en fait. Et donc, je me suis engagée dans une batterie de tests, neuropsychologue, psychologue, psychiatre, les tests, les fameux tests de QI, et toute une batterie d'autres tests, et qui ont révélé en effet ce très haut potentiel intellectuel, donc qui m'a positionnée dans cette frange de 0, je ne sais combien de la population, donc des grades très très élevés, en tout cas dans la cotation du QI. Après, il y a d'autres éléments, mais c'est ce qu'on prend comme référence. Et ça a été un super soulagement parce que ça me rassurait quelque part. Je me dis, ok, ça va avec euh, des grandes difficultés d'adaptation, un mode de fonctionnement qui n'est pas du tout celui des autres, une pensée très très foisonnante, arborescente, une vision du monde qui est très particulière, des difficultés à connecter plein de choses. Mais bon, il y a aussi la puissance, il y a un gros moteur qui rugit sous le capot et c'est quand même, voilà, assez satisfaisant. Là où ça a été plus difficile pour moi, c'est quand la psychiatre qui m'a donné le bilan m'a annoncé donc que j'avais cet autisme Asperger. Et j'étais encore alors très dans les perceptions et projections de ce que c'est que l'autisme. Et pour ma part, en tout cas, j'étais encore beaucoup dans des visions de ces enfants qui portent l'autisme et qui sont dans des grandes difficultés, qui sont dans leur bulle, dans le mutisme, et qui ont voilà, des comportements qui peuvent être violents, etc. Et, euh, et la psychiatre ne m'a pas aidée parce qu'elle m'explique tout le bilan, etc. Puis elle finit en me disant, bon, Madame Recourt, on fait le dossier handicap. Et là, Et, et je me suis dit, waouh, Anne-Valérie, te voilà projetée en fait dans une identité de femme handicapée euh, que je m'étais pas appropriée du tout et qui évoquait plein de choses. Donc il y a eu une période d'acceptation et d'intégration un peu difficile et en même temps un tel soulagement de pouvoir relire toute mon histoire par ce prisme-là, d'avoir des clés de compréhension et puis de mieux assumer des différences de comportement, des différences de besoins, des différences d'aspiration, des tas de décalages, des tas de choses qui se sont vécues dans mon couple, etc. Et ça y est, ça prend du sens. Et voilà, on a un tel besoin de sens, en particulier, je crois, les personnes neuroatypiques, divergentes, on peut les appeler comme on veut, que ça a vraiment nourri ça en moi et je suis vraiment, et de plus en plus, et je suis encore sur ce chemin parce que c'est assez récent, dans la conviction qui s'ancre de plus en plus que c'est un sacré cadeau. Ouais. De, je vais rebondir forcément par rapport à moi, parce que quand j'étais petite, ma maman m'avait emmenée faire des tests à l'hôpital. J'avais 8 ans et était tombé le diagnostic surdoué, donc au potentiel.
Et si tu veux, à l'époque, on m'avait donné ça, enfin, ils avaient dit ça à ma mère, et en fait, on est rentré chez nous. Personne n'avait expliqué ce que ça voulait dire. Ma mère, en fait, ne savait pas non plus. Et on n'en a plus jamais reparlé. Et en fait, ça, moi, je l'avais gardé au fond de moi et j'en parlais jamais. C'était un peu comme mon secret parce que j'avais honte. D'un côté, je me disais, c'est bizarre, je sens que j'ai des capacités, des facultés dans certaines choses. Et dans d'autres, je comprenais rien. Mais quand je te dis rien, c'est vraiment rien. Et donc, je comprenais absolument pas. Mais il a fallu des années, des années, des années, jusqu'à d'ailleurs à mon ex-Paris qui me dit, il faut que tu lises un livre qui s'appelle Trop intelligent pour être heureux. Et effectivement, j'étais en décalage complètement. Et le fait d'avoir lu ce livre-là, et ça a fait écho à ce que tu dis, c'est que en fait, j'ai enfin compris. Et tous les clients, nous, qu'on accompagne avec la méthode cohérence, tous ceux qu'on aide à comprendre cette particularité, ils ont tous cette sensation que tu viens de dire, c'est un soulagement. C'est en fait de comprendre sa différence. On n'est pas plus intelligent que les autres, pas du tout. C'est une manière de voir le monde, c'est une manière de ressentir les émotions. C'est beaucoup d'hypersensibilité, souvent. Voilà, c'est toutes ces choses-là. Et vraiment, tu as utilisé ce mot-clé, c'est un soulagement. Ouais. Et je suis touchée par ton histoire, Elodie, parce que j'ai fait un raccourci et j'ai exactement le même vécu, la même expérience que toi, où mes parents m'avaient fait tester, je devais avoir 8 ans. Parce que voilà, j'étais terrorisée par ma maîtresse de l'époque, qui est tout ce qui est violence, etc. Moi, avec l'autisme, pour le coup, bon, je rentrais dans le mutisme, je faisais des crises, etc. Et la maîtresse était très très dure. Et donc, je demandais à sauter une classe. Et avec cette intuition de petit enfant que j'étais, que je pouvais le faire. Donc, mes parents m'avaient fait tester. En effet, à l'époque, on disait surdouée, et était ressorti que j'étais surdouée. On avait tout de suite mis le truc sous cloche parce que voilà, j'aurais pu peut-être prendre la grosse tête et puis émotionnellement, ils ont jugé que j'étais pas assez mature pour sauter une classe alors que j'avais déjà un an d'avance et c'était peut-être à juste titre d'ailleurs. Et puis il fallait pas que vis-à-vis de ma sœur, peut-être il y ait des différences. Donc on avait mis le truc sous cloche, on n'a pu jamais parler. Et à tel point que il y a quelques années, j'en ai reparlé à mes parents parce que je commençais tout comme toi à lire, à avoir des signaux. Et mes parents se grattant la tête, ah bon, c'est sûr, on avait fait. Et moi, je me rappelais plus trop. On l'a tellement. Je dis, mais oui, je me rappelle, j'avais fait des tests avec un monsieur, etc. Ah bon, t'es sûr? Et l'oubli familial total, quoi. Et du coup, c'est presque tabouifié. Et c'est pour ça que c'est tout un chemin d'aller après réouvrir cette malle, ce coffre. Après, je te dis pas, quand j'ai annoncé à mes parents, alors, quand j'ai annoncé le THPI il y a quelques mois de ça, bon, ça allait, c'est un peu glorieux quand même, il y a un truc au potentiel, ça va. Mais alors, quand je leur ai parlé de l'autisme, c'est pareil, hein. Je leur ai dit, ils ont dit que c'était pas possible et ils m'en ont plus jamais parlé. Donc, il y a encore beaucoup de tabous et c'est pour ça que je me fais mission d'en parler, en fait. D'en parler. Alors, j'ai envie de te poser une question là qui me vient. Est-ce que tu penses que ton chemin aurait été différent si on t'avait dit ça quand tu avais 10 ans? Ah, magnifique question, parce que je me la suis posée. Ma réaction, il y a quelques mois, tu vois, quand j'ai reçu ces étiquettes, et pour moi, je vais pas partir là-dedans, mais il y a beaucoup d'injonctions. Il faut pas mettre des étiquettes, c'est pas bien les étiquettes, on met les gens dans des cases. Ben moi, ces étiquettes-là, franchement, elles m'ont servi et je suis très heureuse de les avoir. Dans la mesure où je me fais pas limiter par ça. Mais ma réaction a été de me dire, ah, si j'avais su avant. Si seulement j'avais su avant, ça aurait tout changé. Assurément, ça aurait tout changé. En tout cas, beaucoup de choses. Est-ce que ça aurait changé en mieux? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre. Et dans ma philosophie de la vie, je crois que les choses arrivent au moment où elles doivent arriver, au moment où on est vraiment prêt pour les recevoir, les entendre, les accueillir, les transformer. Et je me dis, tu vois, même, mettons qu'à 20 ans, j'ai fait ces diagnostics, j'ai eu ces réponses-là. Par exemple, je suis pas sûre que je me serais lancée comme entrepreneur. Parce que avec l'autisme, ça crée des vraies difficultés relationnelles. En tout cas, des difficultés à créer, nourrir, entretenir des relations. C'est très difficile, ça demande énormément d'efforts. Or, quand nous sommes entrepreneurs,
On ne peut pas être entrepreneur sans être en relation et mettre beaucoup d'intention dans les relations. Chaque client vient d'une relation. Il n'y a pas de mystère, d'une manière ou d'une autre, directe, indirecte, longue ou courte. Chaque client vient d'une relation. Et donc, je suis sûre que je serais partie avec la perception, je suis une handicapée des relations, pour faire court, donc je ne peux pas être entrepreneur, et il y a de grandes chances que je ne me serais pas lancée. Surtout en sachant tout, voilà, j'ai tous les chaos, les échecs, les errements, les atterrissages à l'hôpital, tout ce que j'ai vécu, je crois que j'y serais pas allée. Donc je suis contente en fait maintenant de ne pas l'avoir su plus tôt. Oui, peut-être que j'aurais sûrement eu des accompagnements appropriés plus tôt, des choses auraient été beaucoup plus douces, mais je me demande si j'en n'aurais pas fait une excuse pour pas aller dans des champs d'audace et de courage où je suis allée parce que je savais pas. Et en fait, j'avoue que si je t'ai posé cette question-là, c'était par rapport à ça. Parce que comme je suis fascinée, tu sais, par toute la perception du mental, par le sujet de l'ego, là je suis en train de lire un livre de Serge Marquis, que tu connais, Hmm. qui est incroyable et il parle de l'ego le jour où je me suis aimée pour de vrai. Ouais, je l'ai lu, magnifique livre. Et l'un de mes fils rouges dans mes accompagnements, c'est quelle est l'histoire que tu te racontes. Et en fait, si je t'ai posé cette question, c'est parce que si on te l'avait dit à 10 ans, tu te serais raconté une histoire. Et peut-être que cette histoire de je suis autiste, parce que cette étiquette, on l'a vu, elle peut être taboue, elle t'aurait peut-être limité. Je Et c'est pense que ça, et oui. je te remercie de ton témoignage. C'est ça que j'ai envie que les gens entendent. Quelle est l'histoire que tu te racontes dans ta tête et qui va définir la suite de ta vie? Tu te l'es pas collé l'étiquette. Tu vois? Ouais. Tout était ouvert, tout était possible. Et moi, je t'ai rencontré en Espagne parce qu'on faisait partie du même cercle d'entrepreneurs, donc mené par Martin Latulipe. Donc, je ne savais absolument pas toutes ces choses-là. J'ai absolument rien décelé avec toi parmi les 40 personnes qu'on était. Tu vois, il n'y a pas d'histoire, pas d'étiquette. Et je pense que si tu vois, si j'avais su beaucoup plus tôt, alors d'abord, en effet, tout comme toi, je crois immensément au fait que nos destins sont dessinés par les histoires qu'on se raconte. Et si je l'avais su à 8 ou 10 ans, mes parents m'auraient imprimé tellement d'histoires dans ma machine à raconter des histoires. Il y aurait eu les miennes, voilà, les histoires familiales, tout ce qu'on aurait mis là, tout ce qu'on m'aurait mis dans ma cabosse, qui est vraiment comme une éponge. Et j'aurais eu beaucoup moins de pouvoir, en fait, de pouvoir créateur, assurément. Et je veux rebondir sur une autre chose que tu disais, Elodie, sur le fait qu'on s'est en effet rencontré en Espagne et que ce handicap, il est invisible. Et ça, c'est une grande particularité. C'est intéressant. J'ai beaucoup du coup, étudié, exploré ce champ des troubles du spectre autistique. Ça dit bien son nom, c'est tout un spectre. Euh, j'ai, oui, je crois que c'est vraiment une chance d'avoir une forme d'autisme sans déficience intellectuelle et même avec le très haut potentiel intellectuel qui m'a permis de mettre en place tous les mécanismes pour compenser et camoufler. Donc c'est une mécanique intellectuelle très très bien rodée, qui parfois débloque et déraille complètement. C'est pas complètement sous contrôle, mais tout s'est mis en place très très tôt, dans cette conscience que voilà, si je laisse faire, je suis complètement en marge. Si je suis en marge, je suis en danger. Il y a vraiment, j'ai encore un très grand sentiment d'insécurité qui est lié à ce handicap. Le monde étant perçu comme fondamentalement hostile parce que tu ne le, petite, je n'avais aucune compréhension du monde. Ça s'est fait petit à petit. Et pour ça, le THPI m'a immensément aidé. J'ai eu ces deux cadeaux en même temps. Et, et ça permet, et notamment chez euh, les femmes passent beaucoup plus invisibles. Les femmes avec de l'autisme et du HPI ou THPI passent beaucoup plus facilement invisibles que les hommes. Parce que chez les femmes, il y a aussi cette une forme de sensibilité qui peut se déployer différemment, beaucoup plus, on est plus aussi conditionné à s'adapter, à se conformer, à obéir. Donc tout ça, ça joue. Et j'ai en plus eu une éducation très très
conformante où faut surtout pas faire de vagues, pas sortir la tête au-dessus des autres fleurs du champ, etc. Donc voilà, on m'a bien mis sous la chape. Et, et du coup, tout était mis en place pour que ce handicap il soit complètement invisible. Et c'est ce dont tu témoignes. C'est une chance parce que ça permet de naviguer dans les flots de la vie correctement. Et j'ai mené une vie en apparence normale. Après, tu interrogerais mon mari, que tu connais aussi, si tu as une discussion en tête à tête avec lui. Et ça a été pour nous extraordinaire aussi de cette découverte. Il dit ouf, ouf, je comprends. Tout s'explique parce que voilà, dans la vie privée, j'ai aussi des comportements très bizarres quand même. J'ai plein de trucs très farfelus qui peuvent s'exprimer dans la vie privée, puis quand je suis en groupe, j'ai appris à cacher tout ça et paraître normal. Mais, et tu vois, le savoir, c'est extrêmement libérateur. Tu vois, tu parlais du soulagement, ouais. Et une libération de me dire, ok, maintenant je comprends pourquoi j'ai des besoins particuliers, pourquoi il y a des situations qui sont tellement énergivores pour moi, pourquoi après certaines choses, mais je suis au bout du rouleau et que c'est pas normal. Pourquoi par un moment je tombe dans des crises très spéciales? Parce que j'ai ça. Et donc, quelque part, ça me donne beaucoup d'autorisation aussi d'exprimer plus mes besoins, de dire ça, oui, mais ça, non. Beaucoup plus que je ne le faisais avant. Parce qu'avant, je me sentais pas légitime à exprimer ceci ou cela. Et ça donne plein d'autorisation de le savoir. Bon, maintenant on va passer dans la deuxième étape de ça, et c'est celle que je préfère et les conseils que je donne à mes clients qui découvrent cette spécificité notamment, donc ça peut être HP ou autre. C'est qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'il y a un titre, un nom, mais en fait il a une signification que pour nous. Et c'est à nous de comprendre ça et en fait de s'adapter pour naviguer. Et plutôt que de croire que parce qu'on va dire aux gens je suis HPE, je suis HPI, etc., que eux vont changer, non, en fait pas du tout. Donc du coup, moi, c'est la première clé que je donne aux clients, c'est n'attends rien des autres. Ils vont pas comprendre, c'est juste toi, tu le sais, on enlève l'étiquette, tu n'as pas besoin de le dire. Moi, je le dis pas. Par contre, là, la clé la plus importante maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Donc comme tu dis, c'est pas un handicap, enfin, c'est pas une maladie, c'est plutôt ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Et là, c'est intéressant avec toi, c'est que tu as ta quatrième entreprise. Est-ce que aujourd'hui, tu es justement aligné dans ton entrepreneuriat avec qui tu es? Est-ce que tu arrives à utiliser ce don que tu as? Parce que c'est un cadeau que tu as eu. Hmm. J'aime beaucoup ta question parce elle touche des réflexions que j'ai encore en fait. Pour moi, l'alignement, déjà par principe, je n'y suis jamais complètement. Pour moi, c'est une exploration de chaque jour. C'est comme, voilà, c'est des ajustements, c'est euh, des expérimentations. C'est pas, ah, ça y est, je suis alignée et c'est bon. Et, et ce qui est intéressant, c'est que il y a plusieurs choses, il y a tout un faisceau de choses qui m'ont mené vers ces tests. J'avais évoqué le fait que voilà, j'étais extrêmement fatiguée. Euh, et il y avait eu quelques mois avant un événement dans mon entreprise où dans mon activité de business coaching, accompagnement des femmes, etc., j'avais développé une équipe avec plus de 10 personnes, toute une équipe de coach, de closing. J'avais eu une hyper croissance très très rapide, des très très beaux succès. Et je me suis trouvée en fait à manager cette équipe, à établir des systèmes, des process, à recruter, etc. À être beaucoup moins dans le coaching, dans la création, dans ces temps de bulle qui sont essentiels pour moi. Et j'étais tout le temps en interaction, en meeting, en réunion, à planifier. Et j'ai tenu ça 1 an et demi en fait. Euh, et il y a exactement 2 ans,
je sentais bien que j'étais plus, alors là, plus du tout alignée. Mon entreprise, j'ai envie d'avoir une entreprise où je me sens bien comme à la maison. Tu vois, moi j'aime parler de cocon d'expansion. Pour moi, c'est mon cocon d'expansion. Et ces deux mots sont très importants pour moi. Là, j'y étais plus du tout. Mais je me réveillais la nuit, j'avais des sueurs froides, je me levais avec des pieds de plomb, ce qui est un comble, parce que quand même, la joie est très importante pour moi. Je crois que la joie, à différents égards, m'a sauvée, mais c'est encore un autre sujet. Et avec mon cerveau foisonnant, je me vois, je peux partir, donc je reviens pour répondre à ta question. Et un matin de mars 2022, je me réveille en me disant, Anne-Valérie, ça va pas. Tu es en train de développer un monstre qui est en train de te manger, quoi, cette boîte. Et c'est super dur d'arrêter quand ça marche. Les résultats sont là, il y a des mois glorieux, les clientes sont contentes, l'équipe grossit et tu es embarqué dans cette machine folle. Sauf que je sentais bien que j'étais complètement à côté de mes pompes. Et ce matin-là, je me réveille en disant stop. Pourquoi j'ai dit stop? Parce que 2 fois déjà, dans des entreprises précédentes que j'ai créées, je n'ai pas dit ce stop à temps et j'ai atterri à l'hôpital 2 fois. Je me suis dit, ça sera pas 203, ça sera 2 points, il n'y aura pas une troisième. Et là, je l'ai senti venir. Et donc, j'ai démantelé en quelques mois toute l'équipe. J'avais essentiellement un programme d'accompagnement pour les femmes entrepreneurs. J'ai fini de le mener. J'ai gardé la boîte, mais j'ai quasi tout arrêté. Je suis passée j'avais 11 personnes à 3 personnes, arrêter le programme, arrêter de vendre, etc. Ça a été une période de j'ai tout détricoté, mes croyances, les injonctions, ma vision du business, ma vision du succès, tout ça. Ça m'a beaucoup questionnée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, Anne-Valérie, quand même? T'as du succès, ça marche. Voilà, c'est ce que tu voulais. Je voulais ça, le scaling, le fameux scaling. Et les chiffres étaient là. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui va pas? Et ça m'a beaucoup questionnée. Et là, je me suis dit, par exemple, c'est très difficile pour moi d'avoir une équipe. Extrêmement difficile. Manager, ça me demande une énergie de folie. J'ai eu beau me former dans tous les sens, etc. Non, ça me va pas. Avoir des réunions tout le temps dans mon planning, j'étouffe. Ça me bouffe une énergie de dingue. Et j'ai mis comme ça, je me suis dit, il y a quand même quelque chose. Et je me suis dit, bon, je vais développer un nouveau modèle de business où j'ai pas cette grosse équipe. Ça me va pas. Et j'ai besoin, par exemple, de beaucoup créer. C'est fondamental pour moi. J'ai besoin de déployer ma créativité. Intéressant. Donc maintenant, j'ai tous les jours des temps dédiés à la créativité. Et j'ai petit à petit, comme ça, par itération et presque intuition, compris ce que je ne veux vraiment pas et à quoi j'ai besoin de faire plus d'espace. Donc ça, tu vois, sur les 2 dernières années, je l'ai mis en place. Il y a quelques mois, j'ai vraiment compris rationnellement pourquoi ce sont des besoins vitaux pour moi. Et je suis encore, tu vois, en train d'évoluer vers toujours plus d'alignement. Et un autre mot qui m'est très cher, c'est la congruence. On parle beaucoup d'alignement et ce qui m'est très cher, c'est la congruence. C'est du mieux que je peux que ce que je dis, mes messages, ce que je prône, ce que je prêche, soit avant tout ce que j'incarne et que je vis. Et je trouve que c'est une vertu pas si répandue que ça dans tout notre monde de l'entrepreneuriat, etc. Ça me chiffonne. Je crois que les personnes aussi, HPI, THPI, on a cette quête de vérité, d'authenticité, de choses justes. Et en tout cas, pour moi, c'est extrêmement vivant. Donc, je suis toujours dans cette... voilà, et c'est par écart de ma ligne que je reviens à ma ligne, en fait, où la vie te donne des petites tapes, comme elle sait très bien faire, pour te ramener sur ton sillon. J'ai tellement envie de dire 2 choses. La congruence, je dis ce que je fais ce que je dis. Et tu as tellement raison par rapport à l'entrepreneuriat et on voit d'ailleurs que c'est quand il y a ce bel alignement et en fait, il faut incarner ce qu'on propose aux personnes et même soi-même être le patient zéro, comme je dis, le client zéro pour pouvoir aider les autres. Là, c'est une vraie congruence, une vraie pertinence. Et c'est assez rigolo tout ce que tu as dit. Après, on a un profil très similaire, toutes les deux.
parce que j'ai eu les mêmes doutes que toi, les mêmes sujets, la même fatigue. J'ai eu ce désalignement à un moment par rapport à mon rôle d'entrepreneur. Alors, moi, par rapport à toi, ce que j'ai décidé, c'est qu'en fait, j'ai l'équipe qui bosse avec moi. Je les ai tous fait monter en compétences, tous. Tous, 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 tous. Et en fait, là, ça y est. J'ai, là, ça fait quelques mois, c'est extraordinaire ce qu'on vit, parce que c'est plus moi qui dois tout gérer. Ce que tu disais, là, les réunions, les trucs, moi, j'ai besoin de créer. J'ai besoin de plein de moments comme ça. Et là, mais j'ai jamais été aussi bien entourée. Et j'ai cette équipe-là qui veut avancer et qui me soutient et qui prend son rôle, chacun son rôle. Tu m'as dit que tes trois plus grandes valeurs, c'est la joie, la liberté et l'excellence. Est-ce que tu peux nous dire comment ta vie professionnelle, elle est alignée justement avec ces valeurs-là? Si ça peut être une sorte de boussole pour toi. Mm. Je vais commencer par la joie, je l'évoquais tout à l'heure. Euh, Depuis toute petite, j'ai comme l'impression que la joie est quelque part ma garde-folle. Parce que avec mon atypisme, il y a des petits comportements de folie quelque part qui peuvent être de la folie douce ou de la folie un peu plus excessive avec des périodes de repli, de renfermement, de dépression, etc. Et j'ai comme eu une camarade de chemin, toujours sur mon épaule, qui est la joie, qui, euh, qui vient par moments me taper sur l'épaule en me disant Hé, oh, la vie est là, la vie est belle, réveille-toi, on y va. Et, je pense que c'est quelque chose en moi qui est comme si j'avais reçu ça en cadeau pour en même temps réussir à naviguer avec ce handicap, etc. Et j'en ai fait très tôt un sujet d'étude de la joie. J'ai mis beaucoup de cœur, d'énergie, etc. à aller l'étudier. L'étudier dans le champ du cerveau, dans le champ de la méditation, dans le champ de la psychologie positive, dans plein de champs, jusqu'à en faire un livre que tu mentionnais tout à l'heure, que j'ai écrit en 2018. Euh, Parce que j'ai cette vision qu'on sacralise beaucoup le bonheur. Là, voilà, et on parle du bonheur au travail, la quête du bonheur. C'est devenu un Graal. Mais le bonheur, pour moi, il est quasi inaccessible. Parce que le bonheur, c'est un état de félicité stable et durable. Est-ce qu'on peut humainement vivre ça? Je ne crois pas. Pas dans cette vie que moi je connais, qui reste une vie 50-50 avec son lot de joie et de peine. Et la joie, elle a ce côté vivant, ce côté vibrant. C'est une émotion. Le bonheur, c'est pas une émotion. Bref. Donc, la joie, tu vois, quand j'ai un petit moment de down, comme on a toutes, et dans nos vies d'entrepreneurs, on rencontre pas mal de chaos, de difficultés, de doutes, de peurs, de plein de choses. J'invite la joie. Tu vois, c'est comme ma copine de route et elle est vraiment précieuse. La liberté, je crois que beaucoup d'entre nous, on s'engage dans la voie de l'entrepreneuriat quand même pour la liberté. On veut le sens, on veut la contribution et on veut... Je connais pas beaucoup d'entrepreneurs qui disent pas non, moi, moi la liberté ça m'intéresse pas. Mais la liberté, elle est souvent mal comprise. Parce que la liberté, on se dit, ouais, je vais être libre de mon temps, je vais être libre d'aller où je veux, je vais être libre de faire ce que je veux. Bah, on le sait, c'est pas tout à fait ça non plus, l'entrepreneuriat. On signe pas tout à fait pour cette aventure-là. Et moi, je trouve ça magnifique dans la liberté de voir que ça va avec des responsabilités. Et on a des très grandes responsabilités pour euh, déployer cette liberté à laquelle on aspire. Ça va aussi avec du courage. Pour moi, il n'y a pas de liberté sans le courage de prendre des décisions difficiles, de, de traverser des peurs, euh, de se séparer de choses, d'aller vers l'inconnu. La liberté, ça va avec la responsabilité, avec le courage. Et
Et je le dis beaucoup aux entrepreneurs que j'accompagne parce qu'il y en a un certain nombre qui arrivent là en ayant fui un boulot qui avait plus de sens, en étant passé par un burn-out. Et tu dois les voir, toi, Elodie, évidemment, dans tout ce que tu transmets, des personnes qui ont bossé et qui voient l'entrepreneuriat comme le Graal, quoi. Ça y est, l'herbe est tellement plus verte de ce côté-là. Bah oui, mais sauf que quand même, cette liberté, elle se conquiert par du travail, par de l'effort, du dévouement, de la dévotion à cette mission. Et c'est un sacré engagement. C'est presque une vocation, en fait. Dévotion à cette mission, je trouve que c'est ça, hein. Moi, c'est ça qui m'a fait me relever et avancer. Oh là, c'est plus grand que moi en fait, hein. Je vais me relever là. Ouais, c'est ça. On le dit pas assez, tu vois, on en parlait avec Cécile Flora qui a participé au podcast avec moi, qui est aussi entrepreneur, et on se disait toutes les deux, on n'en parle pas assez. Moi, j'en parle dans mes conférences, webinaires, je dis attention, hein, c'est pas le Graal, c'est dur. Donc si vous suivez cette voie-là, c'est parce qu'elle vous appelle. Pas parce que vous voulez faire le truc qui a l'air à la mode, pas du tout. Il faut suivre sa voie à soi. Ouais. Et, et en plus, je pense que beaucoup ont une vision biaisée parce que les réseaux sociaux affichent des succès entrepreneuriaux avec un peu de poudre perlimpinpin, de loi d'attraction, de manifestation. Et tu vois, tu vas visualiser très fort et tu vas faire ton mois à 100K ou ton mois à 50K juste parce que tu as activé les bonnes émotions et tu as élevé ta vibration et ta fréquence, machin. Oui, je suis absolument pour tout ça. Et il y a aussi ce dur travail à côté. Et Et la aussi. réalité. Et la réalité. Ah oui. Et donc la troisième valeur, l'excellence. Euh, on est, pour revenir à nos atypismes, il y en a beaucoup, et j'accompagne beaucoup de femmes atypiques aussi, qui ont un sacré, comment dire, une perfectionnite aiguë. Une maladie qui s'appelle la perfectionnite aiguë. Tu dois les voir aussi, Elodie, ces J'en ai personnes-là. beaucoup dans mes clients. Et je me suis battue moi-même contre le perfectionnisme. Et moi aussi, et je le vois encore parfois se manifester, qui va avec le syndrome de l'imposteur, etc. Il y a un gros magma autour de tout ça. Et j'ai décidé de remplacer chez moi, tu vois, cette quête de perfectionnisme par cette aspiration à l'excellence. Et l'excellence, c'est être à mon meilleur et cheminer vers mon meilleur jour après jour. C'est pas l'idéal du perfectionnisme qui est inatteignable et qui mène à la procrastination, très souvent on le sait bien, mais l'excellence me met en mouvement, me met en action. Et je crois qu'aujourd'hui, parce qu'on ne va pas se voiler la face, quand on est entrepreneur, et je parle là de mon expérience d'entrepreneur, oui, il y a de plus en plus d'entrepreneurs, oui, il y a de plus en plus de monde, dans nos métiers en tout cas, on peut le dire, Elodie, dans les métiers d'accompagnement, etc. Depuis le Covid, il y a eu quand même une déferlante de personnes qui arrivent, de coachs, d'accompagnants, de consultants, etc. C'est vrai. Et en même temps, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des clients aussi. Je ne suis pas en train du tout de dramatiser. Mais justement, dans ce contexte-là, viser son excellence, être comme les sportifs, pratiquer notre art comme les artistes, euh, s'entraîner, aller toujours se pousser un cran plus loin, eh bien c'est ça, avec en plus, de plus en plus, je pense à la vertu de révéler notre singularité, notre originalité, notre vérité. Et je pense qu'on a là un cocktail qui nous permet vraiment d'être remarquable et remarqué, parce qu'évidemment, on a besoin d'être remarquable et remarqué pour que nos clients nous voient. Donc, viser l'excellence et oser tout simplement se montrer tel que nous sommes, je crois que c'est vraiment une belle recette du succès, spécifiquement aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'accompagnants, de coachs, de thérapeutes, mais il y a de plus en plus de personnes qui disent qu'ils vont mal. Pour moi, on est Oui. dans une belle proportionnalité. Malheureusement, j'espère que la courbe va redescendre, qu'il y ait moins besoin de nous, mais il y a un réel besoin. Anne-Valérie, pour conclure, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter, une leçon de vie que tu aurais reçue?
quelque chose que tu as envie de nous partager. Je te laisse un peu libre. Ouais, j'ai envie de revenir sur ce joli thème de l'alignement et de la congruence, parce que je crois qu'il interpelle à différents niveaux tout le monde, et en particulier je pense, ton audience, Élodie, de personnes qui sont dans cette quête voilà, de prendre leur place, de donner le meilleur, de contribuer, d'avoir une vie riche, épanouie, et riche dans tous les sens, bien sûr, du mot richesse. Cette quête, c'est vraiment la mienne depuis des années. Et là aussi, j'aime beaucoup, Élodie, ton souhait de dire des vérités, même si elles ne sont pas faciles à entendre. Comme tu disais, oui, bah, être entrepreneur, notamment au début, c'est dur. Oui, c'est dur. Et personne ne le dit, disons-le. Et pareil, l'alignement, la congruence, on pourrait se dire, ah, c'est le truc des bisounours, voilà, ça se fait avec grâce, c'est doux, c'est quand on prend soin de soi qu'on est aligné. Pas que, en fait. Et je pense que justement, ça demande des décisions courageuses, souvent. Ça demande des mouvements dans notre vie, des changements de trajectoire qui sont pas évidents. Et, et un exemple pour répondre à ta question, pour ma part, jusqu'à il y a un peu plus de 2 ans, j'habitais à Paris. Pendant 30 ans, j'ai habité à Paris, dans le centre de Paris, avec à côté mon Franprix, mes amis, tout mon petit univers. Avec mon trouble du spectre autistique, c'était tout bien. J'avais mes repères, mes petites habitudes. On a besoin comme ça d'avoir cet espace de sécurité où tout est à sa place. J'étais très bien. Sauf que il y avait aussi en moi un appel qui criait, c'était l'appel de la nature. Vraiment de la nature, et puis du calme, du silence, de la paix, parce que voilà, mon hypersensibilité, être au cœur de Paris, ça devenait difficile. La période du Covid, capter toutes ces énergies, là, je n'en pouvais plus, en fait. Donc, on a pris la décision avec mon mari de partir en Provence. On a acheté une maison, et voilà, on est aussi un peu des personnes atypiques, parfois un peu dans la loi du tout ou rien. Ça doit te parler aussi, c'est blanc ou noir, on fait les choses totalement ou on les fait pas. Ça te parle, Élodie? Un peu, Un peu. un peu. J'ai failli laisser ma vie dans mon entreprise, mais je vois. Donc, dans ce truc de tout ou rien, on s'est dit, bon, ouais, on va quitter Paris, on va partir à la montagne. Alors, on n'est pas à la montagne, on est sur une colline de 500 mètres, mais c'est une mini-montagne. Mais surtout, on va partir carrément isolé, on va vraiment du silence. Et puis, tant qu'à faire, on va prendre une maison autonome. Autonome, ça veut dire autonome, ça veut dire qu'on n'est pas raccordé à l'électricité, on n'est pas raccordé à l'eau, on a juste des panneaux solaires, des citernes de récupération de l'eau de pluie. Nous, les anciens citadins, moi j'ai que vécu en ville, mon mari aussi. Les deux gaillards qui arrivent dans leur maison autonome, une bergerie du 15e siècle avec leurs panneaux solaires, les citernes à eau, c'était pour moi un acte d'alignement et de congruence, de dire, voilà, j'aspire à être plus reliée à la terre, dans le respect de valeurs aussi qui sont importantes pour moi, de nature, d'écoute, de connexion au beau. Le beau est très important pour moi. Alors j'y suis, mais alors, bonjour l'appropriation de la maison. Et pour moi, qui ai un grand sentiment d'insécurité, en gros, s'il y a 2 jours sans soleil, on se dit, est-ce qu'on va encore avoir l'électricité et la fibre? Parce que magie, on a la fibre. Mais bon, s'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de fibre et on n'a pas de 4G, donc on n'a plus d'Internet. Quand il fait trop sec, est-ce qu'on va encore avoir de l'eau? Donc on a toujours des bidons d'eau en réserve au cas où. Et en même temps, c'est extrêmement joyeux. Il y a de la joie, il y a de la fierté, il y a cette espèce d'enthousiasme de l'aventure. Et c'est pour illustrer vraiment, voilà, que l'alignement, la congruence, c'est pas ça se conquiert aussi. C'est aussi un chemin d'effort, de questionnement, de deuil. C'est le deuil d'une ancienne vie aussi. Et, euh, et ça requiert, une fois encore, ce fameux courage dont on parlait tout à l'heure. Suivre l'élan du cœur, c'est aller chercher dans le cœur cette énergie du cœur qui s'appelle le courage, je crois. Merci beaucoup. C'était un vrai plaisir d'échanger avec toi. Alors, pour les personnes qui nous écoutent, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, tu vas m'interviewer sur ton podcast à toi. On s'était dit qu'on allait se faire 2 interviews de podcast, chacune notre tour.
Et celui qu'on va faire là toutes les deux, donc les personnes qui nous écoutent, si elles veulent continuer cet échange-là, ils pourront nous retrouver sur le podcast Entreprendre hors des normes, donc sur toutes les plateformes d'écoute. Tu vas le sortir le jeudi 2 mai, donc quelques jours après moi. Donc voilà, écoute, on va se retrouver là dans 2 minutes. Avec grand plaisir. Merci infiniment, Élodie. C'était un vrai plaisir. Non, une joie. Une joie partagée. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode et j'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à découvrir l'histoire de notre invité. Pour toutes les infos sur ce podcast et cet épisode, ça se passe sur le site méthode-cohérence.com. Aussi, si vous souhaitez me proposer des nouveaux invités qui ont des histoires inspirantes, n'hésitez pas à le faire directement sur LinkedIn ou Instagram sur mon compte Élodie Bardot. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires, de partager Antinomique à vos proches, d'en parler autour de vous. C'est comme cela et grâce à vous que Antinomique durera encore très longtemps. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode que j'ai hâte de vous partager. Mais d'ici là, je vous souhaite une très belle journée lumineuse et inspirante. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes habituelles des podcasts. Et un grand merci à Cyril Marie de Inspire Studio et son équipe qui coproduisent ce podcast avec moi.